Angle mort, 4 août. Mesdames, messieurs. Excusez-moi, très en retard aujourd'hui parce qu'il est 14h29. Habituellement, je vous balance la sauce aux alentours de 9-10 heures. Hein. Je vous explique la journée que j'ai eue, incluant la journée d'hier. Rassurez-vous, c'est extrêmement positif. Vraiment, même il faut que je me calme parce que moi, j'ai tendance... Vous savez que je dis tout le temps que j'ai été diagnostiqué maniaco-dépressif, mais toujours en phase maniaco. Ce qui veut dire que je suis toujours excité. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon triste destin. Et puis, c'est que là, c'est vraiment ça. Mais bref, je vous explique. Ce matin, j'avais une rencontre à 9h avec Geneviève Deshôtels de Iluxi et Amplio. Donc, c'est deux compagnies qui sont des spécialistes, entre autres, des formations à distance, télétravail, m'a tout conté son histoire, etc. Puis, on a vu qu'il y avait des beaux projets à faire ensemble en termes de podcasts, notamment podcasts en entreprise. Ce que je pense qu'il va arriver très bientôt, c'est-à-dire les entreprises vont vouloir avoir non seulement un, mais une série de podcasts, donc d'émissions, qui met en vedette leur compagnie, en passant, bien entendu, par qu'est-ce qui incarne une compagnie, c'est-à-dire le staff. Parce que Hydro-Québec, c'est juste un logo. Tant qu'il n'y a pas... Bien, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est peut-être même pas vrai. C'est un logo, puis c'est des fils électriques, puis des centrales, on se comprend, là. Mais souvent, une compagnie, c'est du service. Puis, tu sais, en droit, une compagnie, c'est rien. C'est une boîte juridique, là. Ça fait que c'est toujours incarné par des gens, c'est ça que je veux dire. Ça fait qu'on parlait de ça, puis je trouvais ça intéressant parce qu'elle a fait mon deuxième épisode de discussion avec un expert, puis après ça, elle m'a relancé, puis elle dit hey, « on pourrait peut-être t'aider dans tes podcasts, etc. » Bref. Ça fait que ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça va donner après? God knows, mais, tu sais, c'est une fille sérieuse, sa compagnie, c'est hot. Puis ces services-là vont être en recrudescence. Ils ont déjà un peu explosé, je te dirais. Là. C'est-à-dire que... Moi, la vision que j'ai, c'est que un jour, les compagnies qui ont tant de chiffre d'affaires vont vouloir avoir, au lieu d'avoir une newsletter à l'interne qui informe sur ce qui se passe, ils vont vouloir avoir leur talk show avec un animateur qui peut être un animateur, un employé, ou un animateur comme moi qui fait ça dans la vie, ou un animateur comme moi qui va montrer à quelqu'un comment animer, ou peu importe. Mais chaque semaine, tout le monde reçoit dans son email ou une notification disant « Votre talk show est on », puis aujourd'hui, c'est le VP Finance puis la réceptionniste qui sont les invités. Comme un talk show. C'est malade. Ça fait que moi, je crois à ça, tu sais. En tout cas, elle aussi, elle trouvait ça bien le fun. C'est que ça, j'ai eu ça. Après ça, je suis allé faire un tour au gym. C'est parce que je me suis levé à 8h30, c'est ça l'affaire. C'est que je me suis levé à 8h30, puis je sais pas pourquoi. Hier, je me suis couché à 10h. J'ai fait du vélo en fin de journée, je vais vous en parler, avec RTD. Je me suis réveillé à 3h du matin, bien réveillé, ce qui m'arrive jamais. C'est que peut-être, tu sais, genre, je me suis couché trop tôt, je sais pas. Bref, 8h24, je fais comme, hey, oh, mon rendez-vous est à 9h, ça doit être à côté, tu sais, go, on se lève, mais jamais je me lève à 8h30, gars, oublie ça. Ça fait qu'en tout cas, regarde. Là, après ça, j'ai eu un appel concernant de la radio, très intéressant. Très, très, très intéressant. Ça fait que je pense que ça va se conclure, donc je vais avoir des affaires à vous parler qui se complètent totalement mes offres actuelles. Rappelez-vous, moi, je faisais Chef Bollardi, que j'ai embarqué avec Duhem, puis qu'après ça, ils ont tiré à la plug. J'ai reparti tout ça sous angle mort, puis je me suis toujours dit, plus jamais j'arrête mes podcasts pour faire une autre activité média, parce que maintenant, moi, je me build une audience, puis ça va rester. Ça fait que ce qu'on a parlé tout à l'heure fit totalement avec ça. Il n'y a aucune, même pas une minute de mes activités qui arrêterait, mais il serait bien entendu bonifié, vous comprenez, par un heureux mélange de en ondes dans une station d'envergure et sur le web à monter ma plateforme. Et mon marcboilard.com achève. Je l'aime beaucoup. Fait que tu sais, c'est des bonnes nouvelles parce que ça fait des mois que moi, j'ai renouvelé mon offre. Je me suis comme virtualisé à 100%, si on veut, ce qui a toujours été mon cas. Moi, je suis dans Internet avec mon classeur depuis 2004. Ça fait que tu sais jamais si tu mets du temps dans le vide ou bien si ça marche. C'est ça, pousser des projets. Mais là, tout à coup, je vous avoue, je vous en ai parlé, hein, depuis comme 3 semaines, 1 mois, tous les jours, il y a quelque chose. Mais là, les quelque chose, ils commencent à prendre de l'envergure. Puis, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je me disais, les 2 semaines de la construction, ça va être les pires. C'est celle où tout va être le plus au ralenti. Ben, crime, hier vraiment, tu sais, ça a popé. Aujourd'hui, il arrive ça. C'est comme...
J'ai même mon chum du M qui m'a appelé. Je vous ai pas dit ça. Il a fait une vidéo qui a fait 80 000 views en 48 heures sur son analyse là, de la gestion du gouvernement, etc. T'sais. Ça fait qu'il me texte, puis il dit « Hey, te rappelles, parce qu'on avait fait un meeting juste où ce que moi, je conseillais, je dis « Arrive sur Internet. Mets-toi à être régulier sur Internet. Tu tires 10 fois comme moi, là. » Ça fait que donc, voilà, il y a un suivi de ça. Ça fait que c'est des belles affaires, tu sais, c'est des affaires vraiment hot. Et là, en plus, je vous parle puis je vois clair, parce que j'avais changé, j'étais allé faire un test de la vue la semaine passée, et puis j'ai un œil, mon œil droit s'est amélioré, c'est bizarre, hein? Je pensais pas que ça se pouvait. Il s'est amélioré, c'est que moi je pensais qu'il avait baissé, mais c'est juste que le verre était rendu trop fort. Ça fait que là, je vois là, qu'effectivement, là, mes deux yeux, c'est top, et je les ai pris transition. Ça fait que je vais avoir enfin des verres fumés quand je pars dehors, ou surtout en vélo. C'est vraiment trippant. Ça fait que garde, sérieux, le show, les billets se vendent pour le 14 à Québec, toutes sortes de bonnes affaires. Aujourd'hui, je vous parle... Alors, ça m'a fasciné. Ce que je vais vous dire, là, ça va être... On va être dans la théorie, puis je vais vous laisser prendre vos exemples. Moi, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas super concret, mais la théorie est écœurante. J'écoute, vous savez que je suis beaucoup sur YouTube, là. Entre autres, la petite musique de fond, je la prends toujours sur YouTube le matin. Je vais dans des... Ça s'appelle les BGM musique, en tout cas. C'est des petites musiques comme ça là, que je trouve qui mettent un petit fond le fun. Comme vous avez remarqué, des fois, j'en mettais plus. Maintenant, c'est systématique. Ça fait partie de Angle mort, toute musique dans le fond. C'est tout. Fin de la discussion. Et puis, voyons, je t'ai rendu où, là? C'est ça, je suis beaucoup sur YouTube. Et puis, j'écoute, ça passe là, des entrevues à Télé Française, des vidéos de Scorpion puis de Kiss, pour vrai. Bref, ça tire partout. Puis aussi, des fois, des vidéos de lutte. Des vidéos de lutte. Quand je dis de lutte, c'est pas autant des matchs que des entrevues, mettons, Honky Tonk qui blast tel autre, puis des anecdotes de l'époque quand moi je l'écoutais beaucoup, là, tu sais, dans les années 85 jusqu'à 90 à peu près. Ça fait que les lutteurs de cette époque-là, on appelle ça des shoots, c'est-à-dire que c'est comme s'ils disent des vérités à propos de ce qui se passait dans le vestiaire, puis tout ça. J'écoute ça à l'occasion. Et là, je tombe sur Jim Cornette, qui était un gérant à la fin, mais qui a été un promoteur avant que la WWF à l'époque, dont Vince McMahon prenne le dessus puis écrase tout. La lutte aux États-Unis, c'était par région. Il y en avait en Floride, il y en avait, tu sais, c'était plus régional. Puis lui, il était un promoteur dans je ne sais pas quel État, etc. Et là, la vidéo s'appelle « La lutte est morte ». Pourquoi la lutte est morte? Puis lui, il prétend que la lutte est morte aux alentours des années 2000 et ça a été remplacé par du sports entertainment. Bon, tant qu'à moi, il joue ses mots. La lutte, c'est pas mort. Ça a changé, ça a évolué. De la même façon que quand Hulk Hogan est arrivé, ça a changé l'idée des coups de chaise, puis du sang, puis c'est devenu plus des espèces d'athlètes de bande dessinée, puis du monde qui revole dans les airs, puis tout ça. Bon, bref. Et c'est pas ça le point. Il dit quelque chose que je trouve qui est extrêmement intéressant en soi. Il dit ce qui est arrivé. Alors, lui conclut qu'à cause de ça, la lutte est morte. Je suis pas d'accord avec sa conclusion, mais le processus, puis comment c'est arrivé, ça c'est bon. Il dit la lutte a laissé entrer du monde par rapport. Il fait référence, entre autres, à Vince Russo, qui est un gars qui était responsable des scénarios, puis qui a fait des scénarios burlesques, là, complètement cartoonesques, puis qui a vraiment scrappé pendant un bon bout de temps la WWF. Puis là, c'est devenu WCW, en tout cas, bref. Puis, et je trouve cette notion-là écœurante. Cette idée-là de laisser rentrer le loup dans la bergerie, c'est tellement vrai que c'est une des raisons pour laquelle les organisations puis les projets finissent souvent par être scrap. Puis, Geneviève, avec qui je déjeunais ce matin, elle me disait, elle comptait qu'elle était intervenue sur LinkedIn, des commentaires, bon, blablabla. Puis elle disait, les gens qui sont très entichés de processus, donc les mentalités d'ingénieurs, ils vont avoir tendance à sous-évaluer ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire la communication entre les travailleurs, entre les coéquipiers, etc. C'est tout ce qui rentre pas dans un fichier Excel. Tout ce qui est le contact
avec quelqu'un, la convivialité à travailler, etc., qui représente l'écrasante majorité des problèmes. C'est pas pour rien qu'on dit on embauche pour les habiletés puis on congédie pour l'attitude. Parce que l'attitude, c'est extrêmement important, mais c'est souvent méprisé par les gens qui ont tendance à être plus des analytiques ou autres. Puis, quand tu fais rentrer quelqu'un en gestion qui n'en a que pour les compétences hard, la façon d'être très, tu sais, genre by the book, etc., très fiable, très qualité, c'est sûr que c'est énorme. Mais à quelque part, souvent, ça fait chier l'équipe. Puis l'équipe se démembre. Puis je lisais un article dans LinkedIn hier qui disait que 50% des gens qui démissionnent, c'est à cause d'un problème avec leur supérieur. J'y crois là, à 100%. Moi, j'ai toujours lu que 80% des problèmes au travail sont de nature relationnelle. Quand je commence une conférence, tout le temps, je commence en disant « Qu'est-ce qui vous stressait le plus dimanche soir avant de recommencer à travailler le lundi matin? » Puis, quel est son nom? Parce que ce qui stresse au travail, c'est quelqu'un. C'est rarement genre « Oh mon Dieu, les budgets ont été refondus. Ah là, le budget... » Non. Le budget a été refondu, et là, il y a quelqu'un qui te fait chier à quelque part dans l'organigramme avec la nouvelle gestion du budget. Parce que sinon, bien du monde sera capable de vivre avec plus de moyens, moins de moyens, une façon différente de travailler ta femme. Mais c'est les gens qui portent ça. C'est toujours les gens qui incarnent quelque chose, tu comprends? Puis, et là, je trouvais ça hot, Jim Cornette, qui nous dit la lutte s'est arrêtée parce qu'ils ont laissé rentrer du monde. Puis là, après ça, tu transposes ça à toutes sortes d'organisations que tu as vues qui se sont mis à chier. Puis tu fais, c'est souvent ça le problème. C'est pas une série de mauvaises décisions qui font que tout à coup les affaires s'effondrent. C'est un élément qui rentre, puis cet élément-là fait en sorte que les choses vont pas comme elles devraient aller. Les décisions, bien entendu, après ça, sont clairement en jeu, puis on peut tenir comme responsable le fait d'avoir dit A au lieu de B, mais qu'est-ce qui fait que ça arrive? Qu'est-ce qui fait qu'une décision se prend, si ce n'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'on allait faire ça de même, parce que cette personne-là est en pouvoir. Je veux dire, l'exemple flagrant, vous vous en doutez, c'est bien dans les médias. Dans les médias, il y a quelques rares personnes en télé et en radio qui décident de ce que vous écoutez. Au complet, là, je dirais 15 personnes, mais peut-être 10. Mais mettons 15. Il y a 15 personnes au Québec 15, qui décident ce que près de 8 millions de personnes vont regarder. Là, je ne vous parle pas d'Internet, je vous parle des médias traditionnels. La radio. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus que 15 personnes que vous voyez. Mais parmi ceux que vous ne voyez pas, qui décident qui vous voyez, moi, je dis qu'ils sont 15. Une personne à Bell, une personne à Cogeco, une personne avec son équipe immédiate, c'est pas beaucoup, là. Une personne à TVA à Québécois, une personne... je veux dire, sérieux. La plupart d'entre eux sont à Montréal. Donc, faute de moyens de faire des émissions régionales, le destin médiatique partout dans le monde est décidé par les grandes villes. C'est tout, c'est la vie. Ça fait que là, après ça, tu fais comme « Ah ben c'est bizarre parce que telle émission marche pas, telle émission marche, telle émission a changé d'animateur, c'était peut-être pas pertinent, telle émission devrait changer. » Toutes ces décisions-là qui sont pas faciles à prendre, c'est pas que c'est facile. Mais, tu sais, ma fameuse théorie à une distance de bras, c'est la théorie de Guy Laforce, qui dit, quand tu veux savoir comment un directeur des programmes va choisir, c'est tout simplement, c'est qu'il se place la main gauche devant les yeux, il étire son bras droit, puis le premier dans qui il s'enfarge, ça va être le suivant. Puis c'est vrai. C'est vrai. Quand tu regardes comment c'est la chaise musicale, puis qu'un est en telle émission, tout à coup, il s'en va dans l'autre émission, telle affaire, tu fais comme, c'est-tu vraiment nécessaire d'avoir toujours une face à la fois connue? Pensez-y, là. Les médias inventent une personne, inventent une notoriété. Je le sais, ça m'est arrivé du jour au lendemain, moi. Je regarde moi non plus. Le vendredi, ça commence. Le lendemain, j'étais connu par des centaines de... Écoute, le lendemain, j'étais allé faire de la moto à Saint-Sauvage. J'allais souvent faire une raide de moto pour aller déjeuner le samedi. Puis j'ai été reconnu par 3 personnes au Mose à Saint-Sauveur. C'est genre, « Hey, t'étais là hier à TV. Salut Marc. » Ça a pris une soirée. Puis après, à testostérone, ça a été encore pire. Puis plus t'es provoquant, plus t'es connu. Ça fait que je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais exactement c'est quoi un média qui te met au monde. J'avais aucune notoriété avant ça. Zéro. J'ai explosé du jour au lendemain, bang! Ben ça, c'est quelqu'un qui l'a décidé de un. Puis cette personne-là, manifestement, moi, j'ai été payant pour ces émissions-là, là, à mort.
Ça fait que tu fais, il y a quelqu'un qui décide, puis malgré ça, malgré que tu as une antenne puis un outil pour faire connaître des gens, souvent, on décide de mettre quelqu'un de connu. Pourquoi c'est quelqu'un de connu qui anime la voix? La voix, ça torche. Ça pourrait être n'importe qui d'autre. Alors, Charles fait un très bon travail. Je serai le premier à le garder. Je ne penserai pas le changer. Mais il reste que la voix, une fois que c'est lancé, ça peut être à peu près n'importe qui, parce que le concept est plus fort que l'animateur. Or, un talk show, c'est l'inverse. Tu peux pas dire, on fait un talk show avec, à l'époque, Éric Salvaille, puis tout à coup, on le tasse. On le tasse. Ben non, parce que là, vraiment, l'élément central d'un talk show, c'est l'animateur. C'est les invités qui sont accessoires. Mais quand c'est un concept, comme un quiz, ou comme, tu sais, The Price is Right, sérieux, c'est le fun, là, que ce soit Bob Barker. Mais quand ça a été l'autre, là, l'humoriste avec les grosses lunettes, ça marchait autant, là. Puis il pourrait changer chaque année, puis ça ne fait pas des grosses différences. C'est que ça, il faut faire la différence. Mais quand tu fais la différence de ça, tu comprends que les médias ont la chance de créer une vedette et le font très rarement. Habituellement, ils n'en ont que pour celles qui sont déjà établies, ce qui est quand même bizarre. Parce que, imaginez un bureau d'assurance qui pourrait créer son vendeur vedette du jour au lendemain. Ça serait malade, mais sauf qu'ils vont recruter un senior dans une autre compagnie parce qu'il arrive avec ses clients, etc. Puis c'est normal. Tu peux pas l'inventer. Il est obligé de se builder de longue haleine. Mais les médias peuvent inventer quelqu'un et le font très rarement. Puis c'est souvent le lot des plus petites chaînes qui ont moins de budget, mais qui sont plus innovatrices. Ça fait que, voilà. Donc, tout ça ramène à l'idée que à un moment donné, dans une organisation, il y a quelqu'un qui se faufile, mais ça peut être dans c'est une équipe de hockey, hein? Et vous le savez, moi, j'aime ça, être généraliste le plus possible. Ce que je suis en train de vous parler, vous le vivez probablement, mais ça peut être avec la garderie de vos enfants, l'équipe de la ligue de garage. C'est qu'il arrive, à un moment donné, qu'on laisse rentrer un individu qui ne fit pas, mais il y a des raisons quand même logiques de le laisser rentrer. Cette personne-là empoisonne l'organisation et fait en sorte que tout à coup, ce qui devait aller à droite s'en va à gauche. Je suis en train d'inventer l'eau tiède, vous allez dire, mais je trouve juste que ça m'a interpellé, puis peut-être que c'est en train de faire la même chose avec vous autres. Je trouvais que Jim Cornette, quand il parlait que la lutte, c'est mort, puis qu'il est trop... Parce que ça, l'autre affaire, lui disait, il est trop tard pour que ça revienne. Encore là, je suis pas d'accord. Je pense que tu peux tout le temps renouveler ton offre, mais il peut y arriver des situations où il est trop tard, et je pense que c'est quand la compétition ou le marché a fait un shift que tu n'as pas suivi. Moi, mettons, mon classeur, il était trop tard. Quand même qu'on aurait eu l'application la plus fantastique au monde, Tinder nous mangeait, point barre, tout le monde était rendu là, il était trop tard. Donc, il est trop tard, mais il n'est pas trop tard à cause de toi à l'interne. Il est trop tard si le marché a fait un shift. Il peut être trop tard actuellement pour certaines radios parler de se réinventer puis de remonter la pente. Pas parce que la compétition sur Internet est trop forte, mais elle va commencer à être trop forte. Dans pas long, elle va être trop forte. Puis tu vas avoir de très bons éléments qui vont dire, ben moi, je suis rendu sur Internet, puis je vois pas pourquoi je retournerais. C'est que ça, c'est comme Mike. Mike, là, c'est le précurseur de ça. Mike a aucun intérêt à aller faire sucré-salé, puis zéro. Je veux dire, il va aller là pour que ma tante Thérèse aille chier dessus parce qu'elle l'aime pas à cause du petit Jérémy. Puis il n'y a aucun intérêt. Ceux qui veulent suivre Mike Ward, ils s'abonnent à Sous-Écoute, point barre. Puis ils vont voir ses shows, puis sinon, ils l'aiment pas, puis c'est tout. Puis tout le monde dort très bien le soir, là. Ça fait que... C'est bien intéressant. C'était ça aujourd'hui que je voulais jaser, c'est-à-dire la notion qu'on laisse rentrer, puis des fois c'est dans la vie personnelle. Hein. C'est quoi dans le fond un couple qui va mal? Ou c'est qu'on laisse rentrer quelqu'un qui n'a pas rapport. On laisse rentrer dans notre vie, pour toutes sortes de raisons, quelqu'un qui n'a pas rapport. Puis là, ça fait 3 mois, 4 mois, puis on a une vibe bizarre, puis on se dit, ce qui accrochait le jour 1, ça accroche encore, parce que c'est toujours ça. Moi, quand je demande à quelqu'un après 1 an ou 5 ans, quand est-ce que tu as vu le point qui fait que finalement ça a chié? Ils me disent tout le temps, dès le départ. Tout le temps. On voit dès le départ ce qui nous bug. Des fois, ça se règle, puis des fois, ça reste. Puis quand ça reste, c'est la raison pour laquelle, finalement, après coup. Ça fait qu'on le sent que on a comme laissé rentrer quelqu'un que cette personne-là aurait pas dû rentrer dans ma vie. Puis c'est pas de la vente sous pression, tout s'est fait naturellement, tout s'est fait avec engouement, avec consentement. Mais ça avance, puis c'est comme tabarouette. Cette personne-là n'a pas rapport.
Puis il y a du monde, des fois, qui partent, puis tu fais comme, ben non, c'est le contraire. Je trouvais que ça avait rapport, puis c'est comme, voyons, c'est bien bizarre. Parti. Ah bon. Tu sais, c'est toujours des zones grises, là. Je suis tannant, là, mais... Fait qu'en tout cas, matière à réflexion, vous me direz si ça vous interpelle. C'est que j'avais bien des affaires aujourd'hui. On arrête là-dessus, puis on se reparle demain. Bye.